Et plein écran. Très bien. Donc, bah, écoutez, on va pouvoir commencer. Carole, je vois plus les gens, je crois pas dans la salle. Enfin, peut-être, mais je ne sais plus si en présentant, je vois les gens dans la salle d'attente. Donc, si d'autres personnes nous rejoignent, tu pourras les faire rentrer au fur et à mesure. Ouais, t'as la main. Sinon, Ouais, ouais, Milouda, c'est bon, mais pas de souci. ok. Très bien. Donc, les recommandations pour la prévention de la transmission par voie respiratoire. Donc, je pense que vous avez tous remarqué, parce que ça fait maintenant un an, ça date d'octobre 2024, que nos anciennes précautions, enfin les recommandations pour de prévention de la transmission respiratoire air et gouttelette ont été transformées en des recommandations pour la prévention de la transmission par voie respiratoire. Euh, cette transformation qui révolutionne un petit peu tout de même notre façon de voir les choses est issue de toutes les connaissances qui ont été acquises lors de la gestion de la crise Covid. Lors de la gestion de cette crise Covid, il y a eu énormément d'études à la fois menées par des soignants, mais aussi menées par des ingénieurs dans nos lieux de soins, et pas que dans les lieux de soins, hein, ça a pu être également aussi dans les écoles, dans des crèches, enfin dans beaucoup d'établissements recevant du public. Donc des études qui ont mis au jour de nouvelles connaissances sur les mécanismes de transmission par voie respiratoire de tout un tas de micro-organismes, et en particulier bon, les virus avec le SARS-CoV-2, mais aussi la grippe. Donc, toutes ces connaissances ayant été intégrées, elles nous ont amené à modifier finalement nos recommandations qui étaient jusque-là et qui étaient basées au final sur une dichotomie avec des pathologies qui soi-disant émettaient des grosses particules qui sédimentaient relativement rapidement et qui n'allaient pas bien loin dans l'environnement aérien versus des pathologies pour lesquelles étaient émises de beaucoup plus petites gouttelettes et qui, elles, pouvaient rester en suspension particulièrement longtemps dans l'air et dans l'environnement. Là, on s'est aperçu que finalement, c'était complètement faux, qu'il y avait un continuum de particules respiratoires qui étaient émises par une personne atteinte d'une pathologie, d'une infection respiratoire, avec la génération, bien sûr, puis le transport, et au final, l'inhalation potentielle par un autre réceptif. Et les facteurs qui influencent la transmission sont très nombreux, avec évidemment le fait que les particules émises ont un caractère infectieux ou non, comment elles évoluent une fois excrétées dans l'environnement. Bien sûr, il y a la caractéristique intrinsèque, l'infectiosité des micro-organismes eux-mêmes contenus dans ces particules. La pathologie, la clinique de cet hôte et les soins qui lui sont prodigués, avec cette notion de soins qui vont favoriser l'expectoration et la génération des gouttelettes, ce qu'on appelle des soins qui génèrent des aérosols ou soins aérosolisants. Et on rajoute par-dessus tout ça des caractéristiques liées à l'environnement. Est-ce qu'il fait sec et que ces gouttelettes vont s'assécher rapidement? Est-ce que l'environnement est humide? Quelle est la température dans la pièce et dans l'environnement? Tout ça va avoir aussi une influence. Et au final, les caractéristiques de l'hôte récepteur, quel est son état de santé, l'état de ses défenses immunitaires, donc sa susceptibilité intrinsèque à s'infecter. Tout ça, ça fait énormément de paramètres à mobiliser pour connaître euh, réellement les facteurs et le risque de transmission. Donc là, on vous a représenté également le notion de continuum de ces gouttelettes émises, quelle que soit la pathologie, des grosses et des petites. Certaines vont sédimenter rapidement, d'autres vont aller beaucoup plus loin. Les fomites, ce qu'on appelle ces grosses gouttelettes, vont potentiellement également contaminer les surfaces. Donc au final, vous avez des facteurs liés à la dynamique du nuage, sa vitesse d'émission,
Des conditions environnementales dans lesquelles va se déplacer ce nuage, température, hygrométrie, écoulement de l'air, est-ce qu'il y a une aération en cours, une ventilation, des déplacements dans la pièce qui vont aussi déplacer ces particules, des objets qui vont créer des barrières entre l'émetteur et le récepteur, des points chauds qui vont avoir tendance à attirer les gouttelettes les plus légères. À ça, on rajoute une diminution de l'infectiosité du micro-organisme au cours du temps, qui va être plus ou moins rapide en fonction de la température et de l'hygrométrie de la pièce. Et par-dessus, la dose infectieuse, combien de particules ont été émises ou sont émises par minute par la personne malade, une notion de champ proche et lointain, à quelle distance on se trouve, et une durée d'exposition, combien de temps on reste dans la pièce. Donc vous vous rendez bien compte que on ne peut pas maîtriser à un temps T l'ensemble de ces paramètres pour ajuster le plus finement possible les mesures barrières que l'on va mettre en face. Ce qui fait que, évidemment, les personnes qui ont regardé toutes ces études ont également regardé les mesures qui pouvaient empêcher le plus largement possible, pour l'ensemble des cas de figure possibles, empêcher la transmission d'une personne malade à une personne présente. Alors, ces recommandations, elles sont au nombre de 34, hein. Donc, vous avez un premier pavé, les 11 premières recommandations euh, que je vais quand même vous présenter puisque c'est quand même important que vous, en tant que formateur, vous soyez au courant de tout ce qu'il y a derrière. Bien évidemment, les professionnels que vous allez former à votre tour, ce sont des éléments qu'ils ne sont pas censés, on va dire, maîtriser à fond, hein, contrairement aux équipes opérationnelles d'hygiène avec tous les professionnels qui travaillent au sein de ces équipes opérationnelles. Donc, premier pavé, c'est tout ce qui est prérequis techniques, la réglementation et le code du travail. Et quand on parle de prérequis techniques, on va parler d'aérolique. Vous avez également des recommandations qui vont concerner plus précisément les masques. Un troisième pavé où là, on rentre vraiment dans le vif du sujet sur les pratiques avec ces fameuses précautions complémentaires respiratoires. Quelques recommandations, trois recommandations qui vont concerner plus particulièrement la tuberculose. Une recommandation concerne les infections respiratoires à bactéries multirésistantes aux antibiotiques. Et une petite série de recommandations sur les mesures collectives en cas d'épidémie. Et au final, une recommandation qui concerne la vaccination et l'immunoprophylaxie. Donc, on va revoir un petit peu l'ensemble de ces thématiques pour que vous puissiez en prendre connaissance, les comprendre et diffuser celles qui sont importantes à maîtriser par les professionnels qui vont ensuite se retrouver, les futurs professionnels qui vont ensuite se retrouver en milieu de soins. Alors, première recommandation, hein, ce sont donc les prérequis techniques indispensables et réglementaires concernant la ventilation des locaux, des établissements sanitaires et des établissements médico-sociaux. Elle concerne l'ensemble des établissements hein, qui prennent en soin des patients ou des résidents, quel que soit leur statut infectieux. Et elles vont être importantes parce que ce sont des recommandations qui vont permettre de qualifier un service ou une unité de soins ou de prise en charge comme conforme du point de vue ventilation ou comme non conforme. Donc, ça va avoir des impacts sur les pratiques des professionnels au final. Donc la première recommandation, elle est assez simple, hein. Elle dit qu'il faut privilégier les chambres individuelles, quel que soit le statut infectieux des personnes prises en charge. Évidemment, ça, l'ensemble des professionnels, et y compris l'ensemble des OH qui s'occupent qui gèrent de plus près la prévention du risque infectieux, on prend ce qui existe, hein, voilà. Soit on a des chambres individuelles, soit on a des chambres doubles.
et on est bien obligé de faire avec. Cette recommandation a une importance dans le sens où elle peut être présentée quand on a un projet de transformation ou de nouvel établissement, nouveau bâtiment, pour, on va dire, créer un maximum de chambres individuelles. Il est également fortement recommandé que l'ensemble des locaux, que ce soit les chambres, mais aussi couloirs, salles de soins, salles d'attente, les bureaux, les salles de réunion, soient équipés d'une ventilation mécanique, donc d'une VMC, et que chaque pièce présente un apport d'air neuf et une extraction. Et ça, c'est réglementaire, hein. Alors, on ne parle pas là de centrales de traitement d'air qui concernent des zones qui sont des zones à environnement maîtrisé ou à air contrôlé, que sont en général les blocs opératoires, les réanimations, un certain nombre. On va avoir également les secteurs dits protégés d'hémato-oncologie. Et donc là, on a des traitements d'air qui sont gérés par des centrales. Et là, on parle de l'ensemble des autres secteurs de soins, hein, qu'on soit en médico-social ou en sanitaire. Et on parle bien de VMC avec un apport d'air neuf. Les services techniques Oui, doivent évidemment ça marche. maîtriser et vérifier l'ensemble des paramètres de ventilation d'un local. Et vous avez également une recommandation qui demande que les chambres des patients résidents présentent une fenêtre qui puisse être ouverte. Ça, c'est une chose qui n'est pas toujours évidente dans les services. Parce que, alors, sauf zone à environnement maîtrisé, hein, quand il y a des centrales de traitement d'air, les fenêtres ne doivent pas être ouvertes, mais dans toutes les autres zones, il doit pouvoir y avoir des fenêtres qui puissent être ouvertes, parce que pour des raisons de sécurité, parfois les fenêtres sont fermées et il n'est pas toujours évident de pouvoir les ouvrir. Donc, c'est important que les professionnels de terrain puissent ouvrir les fenêtres en cas de besoin. On va voir que c'est assez régulier. La cinquième recommandation, finalement, c'est la recommandation principale de ce pavé-là. C'est une recommandation qui va un petit peu plus loin que la réglementation et qui demande à ce qu'il y ait des débits minimums d'apport d'air neuf par personne dans une pièce et un taux de CO2 dans un local occupé qui reste inférieur à 1300 ppm. Ça, c'est la réglementation et si possible même 800 ppm. Donc ppm, c'est parti par million hein, de CO2. Et voilà la réglementation avec le code du travail hein, pour tous les établissements recevant du public. C'est absolument pas spécifique de nos établissements, mais on a des débits minimales en apport d'air neuf qui sont déjà précisés avec des bureaux, par exemple, en sans travail physique avec 25 mètres cubes par heure. Et puis, dès qu'on a un local avec un travail pardon, physique léger, on monte à 45 mètres cubes heure. Euh, pour une chambre, si on veut, puisque c'est absolument pas spécifique de nos établissements, il n'y a pas du tout de notion de chambre là-dedans. Mais quand pour une chambre, la question est est-ce que je me positionne selon la réglementation à 25 mètres cubes heure ou à 45 mètres cubes heure? Oh, dit autrement, est-ce que je considère que dans une chambre, j'ai un travail physique léger suffisamment régulier, notamment des professionnels ou pas? Donc ça, c'est chaque établissement, chaque équipe d'hygiène en lien avec sa direction et les services techniques qui va établir. Ça peut être très variable d'un service à l'autre, hein. Vous avez des services où les patients sont relativement autonomes, il y a peu de soins dans les chambres, peu de mobilisation, donc on peut considérer qu'il n'y a pas de travail physique. Et puis des services où les patients sont beaucoup plus lourds, avec une mobilisation importante, des portées, voilà, même mais si on dispose d'aide maintenant pour mobiliser les patients, ça demande une certaine forme de travail physique relativement régulière. Et donc, du coup, on pourrait considérer que l'on doit avoir 45 mètres cubes par personne. Évidemment, s'il y a deux patients dans la chambre, on double. Et si on considère qu'il y a des professionnels extrêmement souvent dans la chambre parce que les patients sont très dépendants, on peut même tripler ces valeurs hein, dans une même pièce. Si l'on prend la recommandation 5, qui elle parle de parties par million de CO2, on voit que pour obtenir ces,
ses, ses caractéristiques, avec ses taux de CO2, pour obtenir un taux de CO2 qui reste inférieur à 800 ppm, on doit avoir un débit qui est à 50 mètres cubes heure, donc un petit peu plus élevé même que la réglementation locale avec travail physique léger. Si on veut rester strictement inférieur à 1300 ppm, on est à 22 mètres cubes heure, soit inférieur finalement à la réglementation. Donc, de toute façon, la réglementation, c'est vraiment 25, c'est vraiment le minimum du minimum dans tous les locaux de nos établissements. Donc, l'aération exclusive est déconseillée hein, du fait de l'absence de débit constant et maîtrisé. Les seuils réglementaires doivent être atteints par les VMC avec les ouvrants fermés, donc les fenêtres fermées. Les locaux qui possèdent une VMC, on doit y ajouter une ventilation dite naturelle hein, par l'ouverture des fenêtres si on veut renforcer l'aérolique, l'aération. La ventilation par balayage est déconseillée, c'est-à-dire qu'on ne chasse pas l'air d'une pièce dans une autre, hormis le couple chambre-salle de bain. Voilà, si l'air est recyclé, il doit être filtré, ça c'est un petit peu normal. La sixième recommandation, il est demandé que quand on n'atteint pas ces seuils, il faut mettre en place des mesures correctrices. Donc ça, c'est les services techniques qui s'en occupent, hein. Ils doivent dresser une cartographie de la ventilation dans les établissements et dans les services, cartographie qui doit être mise à jour régulièrement et transmise à tous ceux qui vont s'en servir pour établir les pratiques, a fortiori l'équipe de prévention du risque infectieux ou EPRI qu'on appelle aussi EOH, mais qui s'appelle maintenant des EPRI. Et le service de santé au travail et l'encadrement médical et paramédical doit aussi pouvoir disposer de cette cartographie. Elle permettra d'identifier cette cartographie, les locaux non conformes et donc d'établir si un service ou une unité peut être jugé comme conforme ou non conforme en termes de ventilation. Elle permettra aussi, évidemment, quand il y a des non-conformités, de prioriser les travaux, les actions correctrices, de les hiérarchiser. Si on utilise les mesures de CO2 pour établir la conformité de cette ventilation, on le fait en conditions réelles d'occupation. Donc, il est possible que dans certains établissements, les professionnels se retrouvent avec des capteurs de CO2 dans certaines chambres de patients pour essayer d'établir, via la concentration en CO2, la qualité de l'aérolique. Donc ça se fait en occupation et en activité réelle. Donc il peut y avoir des capteurs de CO2 dans certaines chambres, en général de manière transitoire, pour essayer d'établir la ventilation d'une pièce. Donc, cette cartographie et ce système d'aérolique doit faire l'objet d'une maintenance préventive annuelle. Et donc, ce carnet sanitaire qui cartographie les installations doit faire l'objet, soit déclare que les installations sont conformes à l'échelle d'un service et donc il y a des maintenances préventives annuelles qui sont tracées et qui éventuellement sont ajoutées à la cartographie, soit les locaux sont non conformes, et là, c'est une maintenance corrective qui sera faite avec une priorisation en fonction du type de service. C'est évident que les services qui soit accueillent des gens particulièrement fragiles, donc susceptibles de faire des formes graves d'infection respiratoire. On va parler, à commencer par les services de réanimation, les services qui accueillent les immunodéprimés, les services qui accueillent les patients hémodialysés. Tous ces services-là sont des services où on va vraiment vouloir avoir une aérolique la plus conforme possible, mais aussi tous les services qui sont à risque d'accueillir des patients présentant une infection respiratoire aiguë. Alors, on va penser au service des urgences, au service de pneumologie, au service de pédiatrie également. Tout ça dans le but de protéger les autres patients, les résidents, mais aussi les professionnels qui y travaillent. Et puis, on n'oublie pas les services de gériatrie qui sont des services avec des personnes âgées susceptibles de faire de
décompenser et de faire des formes graves également, donc que ce soit du court séjour gériatrique, mais aussi bah, les EHPAD, hein, dans lesquels on travaille. Donc toutes ces recommandations s'appliquent également dans les établissements médico-sociaux. La recommandation 10 bah, et 11, euh, c'est plus anecdotique, hein, ça va concerner les appareils mobiles de traitement d'air qui existent, soit à la location, soit à l'achat. Bon, c'est des appareils qui sont assez bruyants, ça permet éventuellement dans des situations particulièrement risquées de pallier à des défauts d'aérolique. Et donc, il faut que ces appareils soient utilisés correctement, qu'ils soient de bonne qualité, donc avec une filtration HEPA H13 hein, minimum. Mais ce sont des appareils qui ne font que brasser de l'air et qui n'ont aucune action sur l'apport d'air neuf. Donc, c'est vraiment dans des situations d'aérolique défectueuse qui nécessiteraient des précautions complémentaires respiratoires, PCRE, comme on dit maintenant, maximales. On va revoir hein, les différents niveaux. Euh, dans un local parce que on a une personne avec une infection respiratoire aiguë et en plus va avoir un acte qui va générer de fortes quantités d'aérosols. Par exemple, on pense à la fibre locaux dans lequel on fait des fibroscopies bronchiques, qui n'auraient pas une aérolique conforme. Donc, dans ces cas-là, l'établissement pourrait être amené à installer ce type d'appareil mobile. C'est assez inconfortable pour les professionnels parce que c'est assez bruyant. Voilà, pour ces recommandations. En complément d'informations, j'ai cité les capteurs de CO2 qui peuvent être utilisés, hein, notamment dans les salles non conformes. C'est-à-dire quand les services techniques ont vérifié l'aérolique d'un local et que ce local s'avère être non conforme, que l'on n'arrive pas à corriger cette non-conformité, ils peuvent par exemple être utilisés, ces capteurs, dans cette salle pour établir la fréquence à laquelle on va devoir ouvrir la fenêtre. On place le capteur et puis on regarde à partir de quand bah, on est au-dessus de 800 ppm. Au bout de combien de temps on est au-dessus de 800 ppm en présence d'un patient avec la circulation des professionnels. Et on établit, voilà, est-ce qu'on doit aérer toutes les 3 heures, toutes les 2 heures, toutes les heures pour avoir une conformité au niveau de la qualité de l'air dans la pièce qualité de l'air bon, qui mesure le CO2, mais qui reflète également bah, les polluants, bien sûr, mais aussi toutes les particules potentiellement infectieuses. Donc il y a différents critères de choix, hein. Bon, je ne rentre pas du tout dans les détails parce que ça va pas du tout regarder les professionnels de terrain, mais plutôt les EOH et les services techniques. Là, je vous ai remis une petite infographie qui est tirée d'un site qui s'appelle nousaéron.fr, qui est très bien fait, qui rappelle, et ça, vous pouvez vous en servir pour les apprenants que vous avez, qui rappelle vraiment à quel point, en fonction de l'aérolique, hein, le taux de CO2 de l'air intérieur qui reflète la qualité de l'aérolique, on va avoir un risque, une probabilité d'infection qui augmente avec bah, si on ne porte aucun masque, si on porte un masque à usage médical ou chirurgical ou si on porte un FFPE2. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que euh, si on a une aérolique de bonne qualité, c'est-à-dire inférieure à 800 ppm, les deux premières colonnes, vert foncé, vert clair, même sans aucun masque, on a entre guillemets que 57% de risque de s'infecter, bien que l'on ne porte aucun masque. Donc on voit bien que l'aérolique, la qualité de l'aérolique protège à une certaine forme de protection des personnes présentes dans une pièce. Euh, à comparer avec une aérolique mauvaise, et même en portant un masque à usage médical, on voit qu'on a encore 48% de risque de s'infecter. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que quand on n'a aucun masque avec une bonne aérolique, mais on n'est pas très loin. Vous voyez, 57% de risque de s'infecter avec une bonne aérolique sans aucun masque versus 48% de risque de s'infecter avec une mauvaise aérolique, bien que l'on porte un masque à usage médical. Donc ça, c'est vraiment important que les professionnels se rendent compte que bah, le masque à usage médical, il ne peut pas tout faire, en particulier quand l'aérolique est mauvaise. Le seul masque qui va qui va gérer
gérer le risque de façon à peu près constante, c'est l'APR, hein, le masque FFP2, là tout en bas. On voit que quelle que soit la qualité de l'aérolique, au final, le risque augmente relativement peu. Alors justement, quand on parle des masques, alors peut-être, je sais pas s'il y a des questions sur l'aérolique. Bon, c'est un petit peu technique, hein, c'est pas forcément des choses qui sont, à maîtriser par vos apprenants. Après ça nous semblait important que vous sachiez qu'il y a quand même un gros sujet là-dessus, qui est traité dans les établissements, qui doit être traité dans les établissements. Est-ce qu'avant qu'on aborde les masques, il y a des questions? Je sais pas, Carole, tu vois des choses dans le chat ou... Bon, il y a personne. Excuse-moi, parce que là c'est très fort les travaux et j'ai rien dans le chat, Émilie. D'accord, OK. Bon. Voilà, je voulais juste vérifier. Donc personne ne pose de questions et c'est parfait. Les prérequis sur les masques. Donc il est fortement recommandé que les professionnels en charge de prévention du risque infectieux soient associés au choix des masques, la rédaction du cahier des charges en particulier. Pour la R13, il faut que les professionnels aient le choix entre plusieurs modèles et tailles de masques à usage médical. Donc, les masques à usage médical ou du masque chirurgical, qu'on peut aussi appeler masque chirurgical quand ils sont imperméables de type 2R, ce sont des masques qui, on a tous remarqué hein, dans les établissements que certaines personnes étaient obligées de faire un double tour avec la nouette derrière les oreilles pour raccourcir le masque parce qu'il était trop grand pour leur visage. Le problème, c'est qu'en faisant ça, en fait, on crée deux orifices de part et d'autre du masque et en fait, ce masque sert strictement à rien dans le cadre de la prévention de la transmission des infections respiratoires. Donc, il faut absolument éviter que les professionnels aient à faire ça. Et donc, il est demandé à ce que les établissements puissent proposer plusieurs tailles de masques. La difficulté qu'on a, c'est qu'en fait, il existe les fabricants, en tout cas en France, ne proposent pas facilement plusieurs tailles de masques. Alors, il y a des tailles pédiatriques, mais nous, on a fait des essais au centre hospitalier de Toul, on a regardé un peu. Ils sont très petits, ces masques. Et donc, en fait, ils ne conviennent pas à des adultes, même avec un visage fin et un petit visage. Donc la décision qui peut être prise, c'est d'utiliser des masques à nouettes, on va dire à de taille, enfin positionnable. Vous savez, c'est ces masques que l'on rencontre beaucoup dans les blocs opératoires et dans les réas. Euh, En gros, c'est à l'origine, ils ont été conçus pour les personnels qui vont les garder longtemps parce que l'élastique derrière les oreilles, ça peut finir par faire un peu mal. Donc, ce sont des nouettes en fait qui s'attachent derrière la tête, en haut et en bas. Et elles ont l'avantage, elles sont un petit peu plus compliquées à mettre, hein. Bon, c'est un tour à prendre, hein. Les professionnels des secteurs qui ont l'habitude de les utiliser savent parfaitement les mettre. Mais ça permet vraiment d'ajuster le masque à la taille, à la taille du visage de l'utilisateur. Donc, c'est une solution pour pouvoir avoir des masques qui vont bien être ajustés au visage. Parce que c'est vraiment ce qui est demandé dans cette recommandation 13. En miroir, la recommandation 14 demande à ce qu'il y ait aussi le choix pour les APR de type FFP2, hein. Donc on sait qu'en fonction de la forme de son visage, le masque bec de canard ou le masque à plis ou le masque coquille, chacun va avoir un masque plus adapté à la forme de son visage et ça va pouvoir être évalué par, par des fit tests qualitatifs ou quantitatifs. Donc ça, les professionnels devraient pouvoir avoir ce type de choix et de tests pour savoir quel type de masque est le plus adapté à leur visage. Donc, c'est demandé en organisation dans les établissements. C'est des choses aussi qui peuvent être faites dans les écoles pour que les professionnels, avant d'arriver en stage, sachent quelle forme de masque leur convient le mieux. Donc, les références
qu'ils vont retrouver hein, dans les établissements sont classiquement le bec de canard. C'est quand même le masque le plus présent dans nos établissements. Ensuite, ils vont retrouver des masques à plis, comme le premier visage, des masques à coquilles qui sont un petit peu plus rigides. Et puis, vous avez la forme KN95 qui nous vient de Chine et qui a été aussi déployée dans le cadre de la crise Covid. Donc, idéalement, il faut deux, trois types de masques hein, dans chaque établissement. Les établissements vont en général avoir une stratégie de choisir un type de masque principal, hein, par exemple bec de canard, et un type secondaire, organiser des essais individuels pour savoir si le bec de canard est adapté et s'il ne l'est pas, pour les professionnels pour lesquels ce masque principal ne conviendrait pas, ils vont proposer le type secondaire. Donc, par exemple, un masque à plis à tous les professionnels pour lesquels le bec de canard ne conviendrait pas. Donc c'est une petite proportion de professionnels qui se verront proposer un masque à plis. Et éventuellement, si le masque à plis ne convient toujours pas, il pourrait y avoir un troisième type de masque qui soit proposé. Donc vous avez un guide que vous retrouvez là, vous aurez le lien hein, avec le diaporama, vous aurez bien entendu le diaporama à disposition un guide pour l'aide au choix des masques, hein, si ça vous intéresse, qui a été fait par l'Intercepias, qui reprend en détail cette histoire de choix de masques. Un fit test ou un essai d'ajustement, c'est une opération que l'on fait une fois, en tout cas une première fois, pour choisir le type de masque qui convient. Alors, il est recommandé de recommencer cette opération périodiquement tous les 2, 3 ans. Alors après, à voir ce que les établissements sont capables de faire. S'ils le font une fois, c'est déjà bien pour chaque professionnel, mais aussi pour chaque nouvel arrivant. Parce que c'est un test qui demande un minimum de matériel, hein, donc d'investissement, ne serait-ce que le fit test qualitatif. Vous voyez, c'est la petite photo que je vous ai mise. Bon, l'équipement n'est pas extrêmement cher, mais ça consiste finalement à mettre une, une forme de casque étanche et on pulvérise en fait à travers ce casque une substance et de la saccharine hein, en règle générale. Donc c'est sucré, ça permet donc c'est un édulcorant et la personne respire par la bouche dans son masque et si jamais elle détecte le goût sucré, ça veut dire que le masque n'est pas suffisamment étanche. Il existe aussi des substances amères hein, qui peuvent être pulvérisées, mais bon, moi j'ai une petite préférence pour la saccharine quand même. C'est plus sympa pour les professionnels que d'avoir un goût amer qui reste un petit peu dans la bouche à la suite du test. Donc l'idée c'est que aucun goût ne soit détecté. Après, vous avez des fit tests quantitatifs qui sont un petit peu plus performants, mais là ça nécessite un appareillage de comptage particulier simultané entre l'intérieur et l'extérieur du masque. Donc voilà, c'est un petit peu plus sophistiqué, il y a un logiciel. Tout ça doit être intégré dans une stratégie d'établissement. Pourquoi pas au niveau des écoles, si possible, comme ça, comme je vous l'ai dit, vos apprenants peuvent avoir une idée du masque qui va les protéger au mieux. Autre chose importante à savoir, les sujets barbus. Et oui, on a quand même des hommes dans nos professionnels de santé, même s'ils sont minoritaires globalement. Donc on a des hommes et la barbe est à la mode. Donc ce qui est très bien en soi, je n'ai rien contre. Par contre, il faut savoir que cette barbe ne permettra jamais aux professionnels qui la portent d'avoir un masque parfaitement ajusté. Il faut qu'ils en aient conscience que leur masque, qu'il y aura donc un défaut d'ajustement de leur masque et que ce défaut sera plus ou moins important en fonction du type de masque. Donc là, c'est un graphe et des études qui ont été menées par l'INRS hein, qui montrent que les masques FFP2 à deux plis, comme vous avez sur la photo, sont les masques les plus ajustés pour les professionnels barbus.
Vous voyez, les becs de canard, ça marche très très mal avec la barbe, hein. On voit, c'est le diagramme avec les barres noires. Vous avez des coefficients d'ajustement qui sont extrêmement faibles avec les becs de canard. Ils sont un petit peu meilleurs avec les masques à 3 plis, enfin, le masque le plus performant chez les barbus, globalement, ça va être le masque à 2 plis. Donc ça, c'est important que vos apprenants le sachent, hein, notamment bah, les apprenants masculins et avec la barbe. Enfin, après la barbe, ça va, ça vient. Donc c'est important qu'ils le sachent tous pour être bien conscient que, un, la barbe, c'est pas forcément la meilleure idée pour être bien protégé avec un masque, même FFP2, et que s'ils décident d'avoir la barbe, c'est un masque à 2 plis qu'ils doivent mettre en place. Alors, ça, c'était les fit tests, hein, on le fait une fois et puis régulièrement parce qu'on considère que la morphologie du visage peut bouger un petit peu avec le temps. Et puis après, il y a le fameux fit check, hein, là où c'est le contrôle d'étanchéité à la mise en place. À chaque fois qu'on met en place un masque FFP2, c'est une auto vérification de l'étanchéité du masque, et il s'agit d'obturer la surface filtrante, en général avec les mains, hein, parce que le film plastique souple, dans les services, on n'a généralement pas ça sous la main. Donc, on place les mains devant le masque et on inhale assez fortement avec la bouche. Et normalement, le masque doit se plaquer légèrement au visage parce qu'on crée une dépression et donc ça doit permettre, s'il n'y a pas de fuite, de faire avancer le masque vers le visage. Pas forcément jusqu'à la bouche, hein, puisque ils sont quand même relativement rigides, mais on doit pouvoir faire avancer le masque vers le visage. Et puis, bah, on réajuste, hein, si nécessaire et on recommande. Donc, bien former les futurs professionnels à ce geste avec les masques pour qu'ils soient en sécurité une fois qu'ils ont trouvé le masque FFP2 qui leur convient. Bon, tout nouvel arrivant devrait être formé par le EH ou la médecine du travail, mais on sait quels sont l'état des effectifs de la médecine du travail dans les établissements. On sait aussi que bah, les EH, il n'y en a pas dans tous les établissements, il faut le dire, hein. Dans les plus petits établissements, vous n'avez pas forcément présence d'une EH. Quand je dis présence d'une EH, c'est souvent, il y a quelqu'un, hein, il y a un nom sur le papier, mais on n'a pas forcément quelqu'un qui a du temps dédié ou du temps suffisant pour pouvoir aller à la rencontre de chaque nouvel arrivant. Et donc, c'est bien que les gens sachent le faire avant d'arriver sur le terrain. Euh, voilà pour les masques. Est-ce qu'il y a des questions? Carole, tu vois des choses dans le chat? Non, il n'y a pas de question. Toujours pas. Qu'est-ce que je suis claire, magnifique. Euh, donc, on passe au gros de la problématique en ce qui vous concerne. Donc, il est fortement recommandé que qu'un professionnel qui rentre, qui est à risque de forme sévère, hein, d'infection, enfin, à risque de forme sévère d'infection respiratoire, donc un professionnel immunodéprimé ou sous immunodépresseur, ou qui a une pathologie qui le rend susceptible à faire des formes graves d'infection respiratoire. Alors évidemment, plus le professionnel est âgé, plus le risque augmente, mais on peut aussi avoir des jeunes qui sont susceptibles de faire ces formes graves. Donc tous ces professionnels-là, ils n'ont pas de questions à se poser. S'ils rentrent dans la chambre d'un patient ou d'un résident atteint d'infection transmissible, ils doivent porter un masque FFP2. Voilà. Pour eux, pas de masque à usage médical, mais systématiquement du masque FFP2. La deuxième, enfin, recommandation dans cette thématique, la R17. Il est donc en miroir fortement recommandé qu'un patient résident immunodéprimé et qui a donc des facteurs de risque de forme sévère
d'infection respiratoire, lui aussi porte un masque FFP2 lorsqu'il circule à l'intérieur des bâtiments hospitaliers. Alors, la recommandation ne parle pas de période de l'année, hein, c'est voilà, tout patient résident immunodéprimé ou à forme de risque sévère porte un FFP2 lorsqu'il se déplace, lorsqu'il sort de sa chambre, a fortiori à l'heure actuelle où on rentre en épidémie hivernale. La grippe frappe fort, hein, pour information, on a dépassé les seuils épidémiques, ça y est, et ça augmente extrêmement rapidement puisque malheureusement le variant, le sous-clade qui circule en ce moment a muté et est légèrement éloigné euh, des, du variant qu'il y a dans le vaccin. Donc, on a un vaccin qui est moins efficace et donc et donc un sous-clade qui est aussi beaucoup plus contagieux. Donc, on a une augmentation du nombre de cas extrêmement rapide. Il semble pas que proportionnellement il y ait plus de cas graves. Par contre, comme il y a plus de cas, il y aura aussi plus de cas hospitalisés dans nos établissements. Donc, on espère que le système va pas craquer comme ça peut malheureusement se produire. Donc voilà, tous ces patients résidents à risque de forme sévère doivent systématiquement circuler avec un masque FFP2. Il est aussi demandé à ce que toutes ces précautions complémentaires, respiratoires, comme les autres, hein, les contacts, doivent faire l'objet d'une prescription médicale et d'une signalétique. Une signalétique, que ce soit au niveau de la porte de la chambre, du dossier médical, du dossier de soins, lors des prescriptions d'examens complémentaires, par exemple, hein, quand un patient circule pour aller bénéficier de soins complémentaires et il doit y avoir une signalétique particulière pour informer que ce soit les brancardiers mais aussi les services qui vont le recevoir qu'il y a nécessité à mettre en place des précautions respiratoires. Donc une signalétique, ça c'est très important. Euh, il est également demandé, bien sûr, que les patients résidents reçoivent une information sur la mise en place de ces mesures, hein, et cette information doit être tracée et si on ne peut pas la délivrer aux patients résidents, elle doit être délivrée à la famille ou à la personne de confiance. En recommandation numéro 20, tous les visiteurs doivent recevoir une information avant tout premier contact avec un patient résident qui relève de précautions complémentaires respiratoires. Donc ça, c'est pareil, dans les établissements, les professionnels doivent donner cette information à la fois aux patients, mais également aux visiteurs. Euh, et puis, tous les professionnels nouvellement intégrés doivent également avoir une information de la part de leur EOH ou de leur encadrement. C'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas toujours évident qu'au premier pas du premier jour dans le service, il y ait quelqu'un de disponible pour faire une information complète. C'est un petit peu la difficulté. Les mesures générales pour ces précautions complémentaires respiratoires, qui viennent toujours hein, en complément des précautions standards, ça c'est vraiment quelque chose à rappeler aux apprenants, que le socle, ça reste les précautions standards et que ces précautions complémentaires respiratoires ne seront efficaces que si les précautions standards sont déjà en place et respectées. Euh, la chambre individuelle, elle est indispensable. Donc là, on est en secteur sanitaire, c'est en général possible, hein, quitte à déplacer des patients quand on est au complet. Par contre, en établissement médico-social, ça signifierait de déménager les gens et c'est difficilement mis en place. Donc, en général, on met en place ces précautions complémentaires respiratoires autour des deux résidents qui sont dans la même chambre, le malade et son voisin qui ne va pas tarder à l'être en règle générale, quand il s'agit d'une infection respiratoire. Ce qui est indispensable, c'est que contrairement aux précautions contact, la porte doit rester fermée. Hein, on a vu que, évidemment, ces particules infectantes se déplacent avec les courants d'air. Et ce qui était valable pour les précautions R, hein, pour ceux qui se souviennent,
on s'est aperçu que c'était valable pour toutes les infections respiratoires, y compris ce qui relevait à l'origine des précautions gouttelettes. Donc la porte doit rester fermée, il doit y avoir une aération de mise en place, hors zone à air contrôlé, sauf si effectivement on a une aérolique qui est extrêmement performante. Euh, Ne pas rentrer d'objets nécessaires dans la chambre, bon ça c'est un classique. Et puis toutes les mesures d'information que j'ai évoquées, nécessité d'identifier le patient résident à proximité de l'entrée de la chambre ou du box, et dans les dossiers, l'information du patient et de ses visiteurs avec la traçabilité et en cas de déplacement, informer les professionnels du brancardage, de l'imagerie, du bloc des plateaux techniques, parce que eux aussi auront à mettre en place les précautions complémentaires respiratoires. Et puis, s'il y a un transfert vers un autre établissement ou un autre ESMS, il y a également nécessité d'une information préalable. Ça, c'était pour les mesures générales. En ce qui concerne les mesures à proprement parler spécifiques à ces précautions respiratoires, on voit qu'il existe maintenant 3 niveaux de précaution. Les simples, les renforcées et les maximales. Euh, Elles sont bien sûr définies, comme je l'ai dit, en complément du respect des précautions standards. Et là, je vous ai schématisé ces précautions de manière à ce qu'elles soient visiblement compréhensibles et que vous voyez, que vous puissiez voir les différences entre les différents niveaux de précaution. À la fois sur les mesures que l'on applique aux patients et les mesures que les professionnels appliquent. Les mesures pour les professionnels, c'est simple, hein, c'est le masque. Mais quel type de masque? Au niveau des précautions complémentaires respiratoires simples, pour les professionnels, le masque, c'est un masque médical, à usage médical, hein, ou masque chirurgical. Et dès qu'on passe sur des précautions renforcées au maximal, on passe au masque FFP2, avant d'entrer dans la chambre, dans les deux cas d'ailleurs. Au passage, je vous ai remis que les précautions simples, ça correspond aux anciennes précautions complémentaires gouttelettes, et les précautions renforcées, ça correspond aux anciennes précautions complémentaires R. Pour le patient, on a toujours des sorties encadrées ou limitées au strict nécessaire, hein, dans le cadre de précautions renforcées et maximales. S'il sort de sa chambre dans les précautions simples, il doit porter un masque. Dans les précautions renforcées, il peut même, on demande à ce qu'il porte un masque FFP2 ou à défaut, si c'est trop compliqué à supporter pour lui, un masque à usage médical. Et on lui demande également, ça c'est un principe qui a déjà été appliqué au moment de la Covid, c'est le principe du double port de masque. C'est que dès que quelqu'un rentre dans sa chambre, bien que cette personne porte un masque, le patient lui-même doit également mettre un masque dès que c'est possible. Il met son masque, soit on l'aide à mettre un masque dans toutes les situations enfin, à condition que ce patient ce résident accepte de porter le masque. Donc dès qu'on peut, il porte un masque. Il y a des notions d'aérolique aussi, hein, en précaution renforcée et maximale, qui là ne dépendent pas des pratiques des professionnels sur le terrain, c'est des choses qui sont présentes ou non. L'aérolique peut ou pas on va dire, respecter ces préconisations qui sont un minimum de renouvellement d'air de 6 volumes heure. En gros, la totalité de l'air de la pièce doit être évacuée 6 fois en une heure, ou à défaut aérée régulièrement par ouverture des portes et des fenêtres. Ça, c'est pour les précautions complémentaires renforcées. Et puis, dans les précautions maximales, seuls certains établissements pourront réellement mettre en place ces précautions maximales, parce que là, il n'y a plus d'aération possible à défaut d'aérolixie volumeur. L'aérolixie volumeur est demandée dans tous les cas pour pouvoir mettre en place ces précautions maximales. Avec en plus une chambre en dépression et puis un taux de maximal de CO2
maintenu à 800 ppm, donc ça nécessite également d'avoir un capteur dans la pièce pour pouvoir mettre en œuvre ces précautions maximales. Donc, entre ces préconisations d'aérolique, alors c'est la seule différence hein, entre les renforcées et les maximales, vous voyez, tout le reste est strictement identique. La seule différence, c'est cette aérolique particulièrement efficace et obligatoire en précaution maximale. Donc, les établissements et les services qui ne sont pas capables d'avoir cette qualité d'aérolique, en fait, ne sont pas capables de mettre en œuvre les précautions maximales. Donc, elles pourront faire des précautions renforcées, mais pas des précautions maximales. Alors, maintenant que je vous ai montré les trois niveaux de précaution, comment fait-on pour savoir quel niveau de précaution adopter? Donc, le niveau de la précaution, donc il y a trois gros déterminants qui vont influencer euh, le choix du niveau de précaution. Il y a la conformité de la ventilation à cette fameuse recommandation 5, hein, donc qui demande à ce que le taux de CO2 soit inférieur strictement à 1300 ppm et si possible 800 ppm. C'est ce qui était dit dans la R5 tout à l'heure. Et donc, voilà, ça c'est bon, une donnée qui est fixée enfin une fois pour toutes, en tout cas qui est fixée en général pour une année dans un service. Donc, les professionnels qui vont travailler dans un service, finalement, bah, ils vont être soit dans un service avec une aérolique conforme, soit dans un service avec une aérolique non conforme. Ils peuvent le savoir ou pas. euh, c'est par contre les équipes d'hygiène qui vont produire des documents qui indiqueront les pratiques à respecter en fonction de la conformité du- des locaux. Donc, au final, bah, les pratiques qui seront demandées, les documents que les professionnels auront sous les yeux, bah, ils vont tenir compte effectivement de la conformité ou pas de la ventilation, mais finalement, le professionnel, lui, peu importe que ce soit conforme ou non conforme, pour lui, il respecte les préconisations qui sont données par par le OH. Donc le OH prévoira en général deux matrices, hein, l'une pour les services conformes, l'une pour les services non conformes, et mettra à disposition des services bah, soit l'une, soit l'autre en fonction de la situation du service. Il faut quand même savoir qu'à l'heure actuelle, la conformité de la ventilation, elle est souvent inconnue. Dans la plupart des établissements, les services techniques ne s'attendaient pas du tout à avoir ça à faire. Alors, c'est un peu particulier parce que la réglementation du travail est sur les établissements recevant du public avec cette notion de conformité, de débit, etc. Elle existe depuis 2010, hein, elle est vraiment pas récente. Mais jusque-là, bah, personne ne vérifie trop la conformité des débits au niveau des VMC dans les établissements, ce qui fait que souvent les établissements et les équipes d'hygiène sont à l'aveugle. Elles ont donc bon, l'aérolique, la conformité de l'aérolique est inconnue. Et résultat, bah, il se place comme si l'aérolique était non conforme, hein. Donc, soit on est conforme, soit on est non conforme ou on n'a pas d'information. Donc, au final, les pratiques, quand on n'a pas d'information, sont identiques à une aérolique, à celle qu'on mettrait en œuvre pour une aérolique non conforme. Dans le doute, on reste prudent. Donc ça, c'est la première chose qui va définir un petit peu quel est le niveau de précaution qui va être appliqué. La deuxième chose, bien sûr, et ça c'est quelque chose que connaissent les professionnels, hein, puisque c'était déjà le cas avec précaution gouttelette et précaution air, en fonction du micro-organisme, on va donc tenir compte du micro-organisme. Vous avez trois niveaux, hein, trois grands types. J'exclus un petit peu le REB, mais enfin, je le mets avec le C. Vous voyez, c'est en rouge à la fin. Mais vous avez les micro-organismes de type A, qui sont en fait les pathogènes qui amenaient aux anciennes précautions complémentaires gouttelettes, hein. Vous avez à la fois des bactéries et à la fois des virus, et vous retrouvez bah, côté bactéries la coqueluche, la méningite, l'Haemophilus influenzae, qu'est-ce qu'on peut dire, tout ce qui est angine à streptocoque, les infections respiratoires à pneumocoque. Et puis du côté virus, bah, on retrouve bien sûr la grippe, le SARS-CoV-2, tous les virus qui vont donner des infections respiratoires, aussi comme le virus respiratoire syncytial, et puis adénovirus, rhinovirus, j'en passe et des meilleurs. Vous retrouvez également la rubéole, les oreillons
dans cette catégorie-là. Pour les pathogènes de l'ancienne catégorie R, hein, on les retrouve dits micro-organismes de type B. Vous retrouvez les trois grands micro-organismes, hein, la tuberculose, la varicelle, la varicelle, on va dire, et la rougeole. Et puis, alors je précise, hein, parce qu'il y a des fois des petits doutes, si la personne présente un zona, c'est le même virus, cela relève des précautions contact, hein, et pas des précautions respiratoires. Mais on peut parfois avoir des varicelles, hein, prendre en charge des personnes qui ont la varicelle dans les établissements, euh, souvent des enfants ou des jeunes adultes. Et puis vous avez ce que je vous ai mis en rouge, hein, des micro-organismes de catégorie C. Alors, c'est la tuberculose multirésistante aux antibiotiques. Et puis, on retrouve également tout ce qui est REB, hein, un risque biologique, donc la peste. Et puis, tout ce qui est agent infectieux émergent ou inconnu, hein, c'est là-dedans qu'avait été classé le SARS-CoV-2 au départ. Et puis, on a appris à connaître un certain nombre de ces mécanismes de transmission, de résistance dans l'environnement, etc. Et au final, on s'est rendu compte que c'était un virus qui était relativement fragile dans l'environnement et pas moins transmissible, en tout cas du point de vue du matériel et de l'environnement, que ce que l'on pouvait redouter au départ. Donc on l'a reclassé en catégorie A. Par contre, si l'on tombe sur de nouveaux agents émergents, il serait à nouveau classé voilà, dans ce risque REB. Donc là, on est sur ce qu'il y a de plus considéré de plus dangereux, entre guillemets, et pour lesquels on va prendre les mesures les plus strictes. Donc ça, c'était le deuxième. Je vous l'ai dit, premier élément qui va définir le niveau des précautions, c'est l'aérolique. Le deuxième, le micro-organisme, quelque chose qui est déjà connu puisqu'on réfléchissait déjà comme ça avant. Et la troisième, c'est la nature de l'exposition. Alors la nature de l'exposition, c'était déjà un petit peu le cas, mais on ne tenait compte que des procédures qui généraient des aérosols. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le type de soin. Mais ce qui va rentrer en ligne de compte maintenant, avec les nouvelles données scientifiques dont on dispose, c'est la distance à laquelle on se tient du malade et la durée pendant laquelle on va être exposé. Donc, ce sera plus seulement le type de soin, procédure générant des aérosols ou non, mais pour une procédure qui ne génère pas d'aérosols, en fonction de sa durée, essentiellement, hein, puisque la distance, pour les professionnels de santé, on en tient assez peu compte. En général, quand on prend en soin une personne, on s'approche, hein. On reste pas à distance. Donc, cette notion de distance pour les professionnels, les apprenants que vous allez avoir, elle n'est pas forcément importante. Par contre, la durée du soin va rentrer en ligne de compte et le type de soin. Donc, la durée d'exposition, on a un seuil de 15 et 30 minutes dans les recommandations. Et le type de soin, c'est les procédures qui génèrent ou pas des aérosols. Et donc, en fonction de la durée d'exposition, on va passer de précautions complémentaires simples aux précautions complémentaires renforcées. La nature d'exposition, donc là, on vous a remis hein, ce qu'il y a dans les recommandations, c'est une liste de procédures générant des aérosols à risque élevé ou à risque modéré. Nous, ce qu'on a conseillé et ce que décident de faire la plupart des établissements, c'est de les regrouper. C'est-à-dire qu'on estime que c'est trop compliqué pour les professionnels de maîtriser bien ces deux listes en disant, tiens, là, j'ai une procédure qui génère des aérosols à risque élevé. Là, non, je fais plutôt une procédure qui génère des aérosols à risque modéré, sachant qu'il n'y a pas toujours de logique. Hein, vous voyez, pour l'instant, alors, on a posé des questions à la foire aux questions des personnes, enfin, de la SF2H. Mais il n'y a pas toujours de logique, c'est pas toujours intuitif. Pour l'instant, l'intubation est considérée comme un risque élevé, alors que l'extubation est considérée à risque modéré.
c'est un peu contre-intuitif, hein, ça étonne un peu tout le monde, parce que bah, pour ceux qui ont assisté ou qui ont fait des extubations, c'est là que ça crache beaucoup plus que pendant l'intubation. Donc bon, voilà, on a un petit doute là-dessus. Mais voyez, l'aérosol thérapie est à risque élevé, alors que la VNI, la ventilation non invasive, est à risque modéré. Donc c'est pas forcément très intuitif. Bon, après, on peut toujours apprendre ces deux listes par cœur, mais je pense qu'ils ont bien des choses à apprendre et à maîtriser dans leur pratique. Nous, ce qu'on conseille pour simplifier tout ça aux EWASH, c'est de regrouper ces procédures générant des aérosols. Voilà, déjà que le professionnel sache quand il fait un de ses soins que ça génère des aérosols, ça nous paraît déjà bien. Donc on les a tous classés en risque élevé par mesure de simplification. En tout cas, c'est ce qu'on conseille de faire au niveau du CPIAS, c'est ce que les professionnels vont retrouver dans la plupart des établissements. Ce qui est à noter aussi, c'est que on a des procédures que l'on pensait générant des aérosols et finalement les études montrent que non. C'est nul ou non démontré. L'oxygénothérapie à débit supérieur à 6 litres minute. Jusque-là, hein, pendant toute la crise Covid, on a considéré que ça générait des aérosols. Ce n'est pas le cas. L'oxygénothérapie à haut débit par canule nasale non plus. Et les prélèvements nasopharyngés. Hein, donc, vous savez, bon, bah, tous ces prélèvements qu'on a fait à tour de bras dans les établissements, les TDR que ce soit de la Covid, du grippe, du VRS, ça ne génère pas d'aérosol plus que ça, donc il n'est pas nécessaire, a fortiori, de porter un masque FFP2 pour réaliser ces prélèvements nasopharyngés. Et ça, c'est aussi des études suite à la crise Covid qui ont fini par le montrer. Alors, je vous ai dit, ce que connaissent les professionnels, c'est l'entrée par micro-organisme, hein. C'est ce qui faisait que l'on choisissait des précautions aérogouttelettes. Donc, le choix a été fait de continuer à raisonner comme ça. Le professionnel, il sait qu'un patient présente tel ou tel micro-organisme, donc un micro-organisme du groupe A, par exemple, et en fonction du service dans lequel il va être, la ventilation sera conforme ou non. Et donc, il mettra en place des précautions simples ou des précautions renforcées en fonction finalement de son acte auprès du patient. Les simples, c'est ce qui est en vert, hein, ce sont les carrés verts, les renforcés, c'est les carrés orange. Donc, on voit que, bah, comme pour les anciennes précautions gouttelettes, quand on a une ventilation conforme, bah, au final, c'est uniquement les précautions qui génèrent des aérosols, des gestes, pardon, des gestes qui génèrent des aérosols qui vont amener à passer aux précautions complémentaires renforcées, c'est-à-dire au masque FFP2. Hein, la seule différence entre les deux, pour le professionnel, ça va être le type de masque. Donc, au final, procédure qui génère des aérosols, si j'ai une ventilation conforme, j'aurai des consignes hein, qui me diront bah, le masque FFP2, c'est uniquement pour ces procédures qui génèrent des aérosols. Comme je vous ai dit, nous, on les a tous mis à risque élevé. Donc, les tableaux sont issus des recommandations. Donc, vous voyez, si vous prenez le tableau du haut, la colonne du milieu, la procédure qui génère des aérosols à risque modéré, si l'aérolique est conforme, on reste avec un masque à usage médical. Mais comme je vous ai dit que nous, on conseillait de regrouper toutes les procédures qui génèrent des aérosols en un seul paquet, ben, au final, dans les services, ce que les professionnels vont retrouver, les stagiaires notamment, bah c'est voilà, procédure générant des aérosols, tac, peu importe que ce soit à risque élevé ou pas, on passe avec des précautions complémentaires renforcées, donc un masque FFP2. Quand la ventilation est non conforme, là, la problématique est un petit peu différente. Euh, le port du masque FFP2 va se faire dans deux circonstances, soit des procédures qui génèrent des aérosols, comme finalement plus haut, hein, soit, et c'est là que ça change,
tout acte ou série d'actes de soins qui vont durer plus de 15 minutes. Donc une présence de plus de 15 minutes dans la chambre et on doit porter un masque FFP2. Ce qui veut dire que les professionnels, bah, avant d'entrer dans la chambre, ils savent en général à peu près pourquoi ils rentrent dans la chambre. Donc il faut qu'ils estiment de façon bon, rapide, hein, voilà, on sait très bien qu'une prise de constante, si on vient faire que ça durera moins de 15 minutes, que de distribuer un repas, ça dure moins de 15 minutes, que de changer une perfusion, ça dure moins de 15 minutes. Par contre, si on doit faire une toilette complète, une pose de sonde urinaire, on sait que là, on a toutes les chances, tous les risques, entre guillemets, que ça dure plus de 15 minutes. Donc on doit, dans ces cas-là, rentrer. Ils doivent rentrer avec un masque FFP2 et parce qu'ils appliquent les précautions complémentaires renforcées. Donc, en miroir, hein, s'ils rentrent dans... Alors, s'ils rentrent... Il y a une petite subtilité, oui, que je ne vous ai pas décrite, c'est que si le patient porte un masque, à ce moment-là, même si le soin dure plus de 15 minutes, il n'y a pas besoin de porter un masque FFP2. Donc, en gros, le masque à usage médical, le masque classique, hein, c'est oui, si le patient porte un masque, ou si le contact dure moins de 15 minutes. Et évidemment que le geste ne génère pas d'aérosol. Donc voilà, dans ces trois circonstances-là, le geste ne génère pas d'aérosol et il dure moins de 15 minutes ou le patient porte un masque. À ce moment-là, je peux me contenter de porter un masque à usage médical. Dans les autres circonstances, le masque FFP2 est requis. Donc ça, c'est pour les pathogènes du groupe A. Pour les pathogènes du groupe B, c'est un petit peu plus simple, puisque en cas de ventilation conforme, bien c'est des précautions renforcées, hein, qui correspondent à peu près aux anciennes précautions R, et du coup, c'est du masque FFP2. Quand on a une ventilation non conforme, j'allais dire, c'est malheureusement relativement simple aussi, parce que peu d'établissements vont pouvoir placer les patients à qui ils vont faire des procédures générant des aérosols dans un local qui a un renouvellement horaire de plus de 6 litres minutes, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec une pression négative. Donc la plupart des professionnels, même quand la ventilation est non conforme, bah, ne pourront appliquer que des précautions renforcées et pas des précautions maximales puisque comme je le rappelle, la différence, c'est juste une différence d'aérolique, enfin juste, elle est importante cette différence, mais c'est une différence d'aérolique que ne maîtrisent pas les professionnels. Donc, il y a peu d'établissements qui disposent de locaux avec renouvellement horaire à 6 volumeurs, doublé d'une chambre à pression négative. On va pouvoir retrouver ça dans les zones air contrôlées où on peut inverser à la centrale de traitement d'air. Au lieu de mettre les salles en surpression, on peut les mettre en dépression. C'est possible dans les réa notamment. C'est aussi possible, on peut avoir des zones en pneumologie, aussi certaines chambres qui sont équipées comme ceci, mais ça reste relativement rare. Donc voilà, donc même en cas de ventilation non conforme, bah, c'est les précautions renforcées qui sont appliquées dans la plupart des établissements. Pour les pathogènes du groupe C ou du groupe RR, bah, c'est des précautions maximales, hein, qui sont demandées dans la mesure du possible. Alors, les établissements, les plus gros établissements qui sont censés recevoir ce type de patients sont aptes, hein, à mettre en place ces précautions maximales. Ils ont les locaux et l'aérolique qui va bien. Après, on a vu dans le cadre du SARS-CoV-2 qu'ils ont vite été débordés, hein. Ça n'a pas duré longtemps, les Covid dans les CHU. Rapidement, tous les établissements ont dû les prendre en charge et là, du coup, bah, les précautions maximales, ça devient aussi compliqué. Donc, bah, si on peut transférer dans des services ou dans des établissements dédiés, équipés, c'est bien. Mais bon, sinon, bah, on fait un peu ce qu'on peut, c'est-à-dire qu'on applique des précautions renforcées et pour lesquelles on va ajouter des mesures de protection de la tenue des mains, donc avec la surblouse, les gants, comme on l'a fait pour la Covid. Après,
hormis ces précautions C ou REB, vous n'avez, on va dire que le matériel et l'environnement jouent un rôle extrêmement petit dans le risque de transmission. Donc c'est vraiment le masque qui importe et l'hygiène des mains. Pour une pathologie comme la grippe, le risque de transmission via les mains, c'est 10% du risque. 90% du risque, c'est de la transmission directe par voie aérolique et 10% par les mains. La tenue, les surfaces, la tenue, le matériel, c'est infinitésimal en termes de risque. Donc, c'est les précautions standards en termes de protection de la tenue, de gestion de l'environnement et du matériel suffisent amplement à gérer ce risque-là. Donc, il n'y a pas de mesures spécifiques, hormis les précautions standards, dans le cadre des précautions respiratoires. Et or, évidemment, ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire ces pathogènes du groupe C ou REB. Voilà les matrices telles qu'elles sont enfin, décrites dans les recommandations. Donc, bon, je vous ai rajouté les pathogènes du groupe C qui concernent peu d'établissements. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit et faire comprendre à vos apprenants, c'est que la seule chose que ça change vraiment par rapport aux anciennes précautions R et gouttelette, donc bon, les apprenants par définition, ils ne sont pas très au courant Alors, à moins évidemment d'une aide-soignante qui se forme pour devenir infirmière, ça c'est possible qu'il y ait une vie de soignant avant la formation que vous leur dispensez. Mais voilà, ce qui change vraiment, c'est le fait que pour un même patient, on peut passer d'un niveau simple à un niveau renforcé. Avant, voilà, le patient, il était dans une case, il dépendait des précautions gouttelettes ou des précautions R. Maintenant, un même patient peut passer de précautions simples à des précautions renforcées en fonction du geste ou de la durée des soins que l'on va faire dans la chambre. Et c'est vraiment ce qui change principalement dans le cadre de ces précautions. Par contre, les mesures à appliquer par le professionnel qui rentre dans une chambre, bah, c'est des mesures qu'il connaît. Mettre un masque, qu'il soit usage médical ou FFP2, bah, il doit savoir le faire. Euh, voilà. Après, c'est lequel masque en fonction de ce qu'il va faire dans la chambre ou en fonction de donc ça, il y avait déjà des différences en précaution gouttelette, quand il y avait les procédures qui généraient des aérosols, bah, vous aviez déjà la mise en place d'un masque FFP2. Donc ils savaient déjà qu'il pouvait y avoir des variantes, mais là les variantes vont être un peu plus fréquentes avec ce masque FFP2, notamment en cas d'aérolique non conforme ou inconnu, qui sera mis en place. Donc c'est le deuxième tableau que vous avez sous les yeux qui sera mise en place plus systématiquement dès que le patient ne porte pas de masque et que le geste dure plus de 15 minutes. Et bien sûr, en plus, les procédures qui génèrent des aérosols. Mais au final, c'est pas. Voilà. Donc, ils devraient retrouver des consignes dans les services où ils vont aller en stage, des consignes qui vont être de cette nature, avec des affiches. Je vais vous en montrer quelques-unes pour exemple. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions dans le chat et il n'y a pas de main levée. Ok, bon. Alors, on continue. La tuberculose. Alors, quelques recommandations. Bon, qui rappellent déjà qu'une tuberculose contagieuse euh, enfin, transmission par voie aérienne de la tuberculose, c'est uniquement certaines formes. Alors bon, les plus courantes quand même, pulmonaire, pleuropulmonaire, ORL et bronchique. Tuberculose vésicale et osseuse ne relèvent pas des précautions complémentaires respiratoires. Euh, il rappelle aussi, parce que ça parfois on a quelques gags dans les services, que avant de documenter la tuberculose, des suspicions, on met en place ces précautions respiratoires renforcées. Donc on est sur des micro-organismes de type B. Donc avant même d'avoir les résultats, le moindre résultat du laboratoire. À partir du moment où on demande une recherche de tuberculose, on met le patient en précaution respiratoire.
Et puis, pour savoir justement si on le met en place, ces précautions, dans les recos, vous retrouvez un algorithme décisionnel, alors qui a cette tête-là, qui permet voilà, de voir si l'on maintient ou pas ces précautions. Donc, dès qu'on demande un examen au laboratoire, on met en précaution. Va-t-on lever ou pas les précautions? Ça va dépendre déjà du résultat de l'examen microbiologique direct, hein. EM, c'est examen microbiologique. S'il est positif, eh bien, on va attendre avant de se décider les résultats de la PCR. Évidemment, si la PCR est également positive, on maintient les précautions respiratoires. Par contre, si la PCR est négative, on estimera qu'il s'agit de mycobactéries atypiques, ce qui sera confirmé par la culture, mais qui va prendre beaucoup plus de temps. Et donc, examen microbiologique positif, mais PCR négative, à ce moment-là, on lève les précautions complémentaires respiratoires. Le patient ne relève plus que des précautions standards. Si l'examen microbiologique est négatif et qu'une PCR est positive, c'est pareil, on maintient les précautions respiratoires. Par contre, si la PCR est négative, donc examen microbiologique négatif, PCR négatif, là, ça va dépendre de la décision du clinicien. Si le clinicien a un doute et qu'il met en place un traitement présomptif, on maintient les précautions respiratoires. Si par contre le clinicien se dit non, là vraiment, c'est pas ça, il ne met pas en place de traitement antituberculeux, à ce moment-là, on lève les précautions complémentaires respiratoires renforcées. Autre recommandation concernant la tuberculose, la levée. Au bout de combien de temps enlève-t-on ces fameuses précautions? Évidemment, c'est une thématique très médicale, hein, cette notion-là, mais c'est important que les paramédicaux puissent aussi avoir cette idée-là. De toute façon, ça durera minimum 14 jours. Donc ce sera long. Et encore 14 jours, c'est vraiment si tout se passe bien, que la tolérance et l'observance du traitement est correcte, que le germe est sensible, qu'il y a une clinique qui s'améliore avec une diminution de l'atout, qu'il n'y ait pas d'excavation sur l'imagerie et pas d'aggravation de l'imagerie à J14, pas de contact avec des personnes vulnérables ou immunodéprimées, que ce soit dans le service ou à domicile, et que l'examen microbiologique initial était négatif ou avec une charge bacillaire faible. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup, beaucoup de conditions pour pouvoir maintenir des précautions respiratoires uniquement 14 jours. Dans tous les autres cas, en fait, on va pousser jusqu'à 30 jours ces précautions et ce sera réexaminé, hein. Les cliniciens réexamineront pour vérifier que effectivement là, la clinique s'est bien améliorée, qu'il y a pas, que l'imagerie s'est bien améliorée également, etc., etc. On va même, hein, si on a une tuberculose multirésistante, maintenir les précautions jusqu'à négativation de la culture, et pas une fois, mais 3 fois, avec 3 prélèvements à 3 jours d'écart. Donc une grande prudence pour ces tuberculoses multirésistantes. La R26. La R26, des infections respiratoires ABMR. Donc la seule infection respiratoire ABMR qui amènera à des précautions respiratoires simples, du coup, en plus des précautions contact, c'est les infections respiratoires à Staphylococcus aureus multirésistant, enfin résistant à la méticilline. Donc, dans ce cas-là, on appliquera bien des précautions respiratoires. Pour les autres BMR respiratoires, le port du masque par le patient et le soignant relève des précautions standards. Donc, bien rappeler, et ça c'est vraiment un prérequis, que ces précautions complémentaires respiratoires, elles viennent donc en complément des précautions standards. Et les précautions standards en termes de port de masque dit que tout soignant qui va faire un soin direct auprès d'un patient qui tousse, peu importe quelle est l'origine de la toux, le professionnel doit porter un masque. Au même titre qu'un professionnel qui tousse doit porter un masque quand il va au contact de patients. Donc ça relève des précautions standards. Et cette simple, entre guillemets, précaution standard permet de gérer les infections respiratoires à BMR autres que celles du SARM.
On arrive ensuite à des recommandations qui traitent des mesures collectives en cas d'épidémie communautaire. Un masque médical pour tous dès l'entrée dans la structure. Donc ça a été rappelé par la stratégie de prévention des infections respiratoires qui a été diffusée au mois d'octobre. Donc c'est une stratégie qui a été diffusée par le ministère et qui rappelle que on traite le problème d'un point de vue syndromique. Donc, c'est pas le fait d'avoir un test positif qui décide du port du masque, c'est vraiment la clinique et on n'attend pas d'avoir un test positif. Et même si tous les tests sont négatifs, à partir du moment où une personne présente une infection respiratoire aiguë, puisque les tests sont loin d'être en capacité de retrouver tous les virus qui circulent et qui donnent des infections respiratoires. Donc, une clinique avec de l'atout, plus ou moins de la fièvre et une altération de l'état général doit amener à enfin, mettre les personnes touchées en précaution complémentaire respiratoire, bien sûr, mais aussi si on a plusieurs cas, ce qui est le cas d'épidémie, de généraliser le masque à usage médical. Et ça peut être même quand il y a une épidémie, et là, je pense que la semaine prochaine, on y est. euh, la nouvelle stratégie, voilà, demande à ce que on généralise le port du masque dans les structures à partir du moment où on atteint un certain seuil épidémique dans la communauté. Et d'après les relevés épidémiques que l'on reçoit, ce seuil sera atteint la semaine prochaine. Donc normalement, dans tous les établissements médico-sociaux et sanitaires, il devrait y avoir une obligation du port de masque, que ce soit pour les patients, les professionnels et les visiteurs. Euh, une chambre individuelle pour tous, sauf si on a des pathogènes strictement identiques, hein. Mais par exemple, bah, la grippe, il faut que ce soit effectivement le même variant, le même clade. Pareil pour le SARS-CoV-2, donc c'est assez compliqué d'avoir jusqu'à ces informations aussi précises. Pour prioriser les chambres individuelles, parce que dans certains établissements, bah, on n'a pas que des chambres individuelles. Donc, bien sûr, en premier lieu, les patients ou résidents atteints d'infections respiratoires aiguës documentées, puis ceux qui sont suspects, donc sous la forme syndromique d'une infection respiratoire aiguë. Ensuite, les patients à risque de forme grave, ils ne sont pas infectés, mais s'ils s'infectent, la forme enfin, risque d'être grave, donc on les protège un maximum en les maintenant en chambre seule, en ne leur mettant pas de voisins à proximité. Et puis, ensuite, les patients qui ont des soins, alors qui ne sont pas atteints d'IRA, bien sûr, mais qui ont des soins qui génèrent des aérosols. Donc pareil, pour éviter, s'il s'avère qu'ils sont infectieux, pour éviter qu'ils contaminent un voisin de chambre. La chambre double, voilà, comme je vous l'ai dit, peut être possible en cas d'infection respiratoire documentée avec un même pathogène, même type ou même variant. Et puis, on a également la possibilité de réaliser des dépistages en cas d'accueil en chambre double, hein. Ça se fait dans certains établissements où les patients qui vont être admis en chambre double ou transférés en chambre double en cours de séjour vont bénéficier, entre guillemets, d'un dépistage. Euh, et dans ces cas-là, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a quand même des formes asymptomatiques. Mais ça, on le savait. Quand on a, bon, les recommandations 30 à 33 relèvent de cas groupés associés aux soins. Je vous les résume, hein. On a des mesures collectives transitoires qui vont être mises en place quand on a des épidémies dans les services et dans les unités. Donc une épidémie d'IRA, c'est 3 cas en 4 jours, hein. Donc l'hiver, ça arrive relativement. Alors, évidemment, quand on a un service de médecine polyvalente ou de pneumologie, 3 cas dans la même semaine, ça arrive, ils arrivent de l'extérieur, ils sont même hospitalisés pour ça. Donc, c'est pas une épidémie. Quand on a 3 cas qui arrivent, ils arrivent tous individuellement hospitalisés pour ça, c'est pas ça dont on parle. 3 cas, c'est 3 cas dont au moins deux qui ont probablement attrapé le virus durant leur prise en charge, durant leur hospitalisation ou dans leur EHPAD. Euh,
Donc, dans ces cas-là, on se considère en épidémie et les mesures collectives transitoires, en plus des précautions standards et précautions complémentaires respiratoires, ça peut être notamment en cours séjour du regroupement de patients, le port du masque généralisé pour tout le monde, le dépistage des contacts, même si ça se fait de moins en moins, l'arrêt ou la limitation des activités collectives, avec notamment les repas en chambre, ou alors des jauges ou une distanciation qui vont être mises en place dans les établissements. Et puis on peut aller jusqu'à la limitation ou et le contrôle des visites. Pas l'interdiction, mais la limitation et le contrôle. La dernière recommandation, il est fortement recommandé d'appliquer les précautions standards et complémentaires chez les personnes vaccinées. Donc la vaccination n'influence pas la mise en place des précautions complémentaires respiratoires. Ça, malheureusement, ça, c'est rappelé hein, que c'est pas parce qu'on est vacciné ou pas qu'on peut ne pas porter le masque. Ça va même au-delà des précautions complémentaires respiratoires pour les patients, hein. C'est aussi les mesures, quand on dit qu'on généralise le port du masque chez les soignants, peu importe qu'ils soient vaccinés ou pas, tout le monde porte le masque. Voilà, j'ai terminé pour la présentation. Je vais vous parler de quelques outils, mais est-ce qu'il y a des questions, Carole, ou pas? Toujours pas Émilie. Toujours pas. Bon. Alors, soit j'ennuie tout le monde, soit je suis très claire. Je Eh ben écoute, préférerais on la va dire que tu as tout bon. J'ai tout bon. D'accord. Ok. Bon. Des fois, après, on a des questions qui viennent après par mail. Bah, c'est bien aussi, hein. Voilà. Alors, les outils du CEPIAS, vous retrouvez via le lien que vous aurez sur le diaporama des outils. On a mis à jour l'ensemble de nos fiches dont vous pouvez vous servir, hein. Je sais que vous faites aussi parfois des cours sur les maladies infectieuses. Donc, vous retrouvez des fiches qui vont concerner pathologie par pathologie. Donc là, je vous ai mis des exemples, hein. Vous avez une fiche qui concerne les IRA qui est commune à grippe, Covid, VRS et infection à pneumocoque. Vous avez une fiche sur la rougeole, une fiche sur la tuberculose, mais vous en avez aussi sur la méningite. Quand je parle, alors évidemment, vous avez aussi la pédiculose. Enfin, vous avez des pathologies qui ne relèvent pas des précautions respiratoires. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces fiches. Vous retrouvez plein d'informations sur les pathogènes, leur mode de transmission, leur contagiosité, les prélèvements, diagnostics, les traitements, et puis évidemment toutes les mesures, hein, beaucoup plus très détaillées sur les mesures à mettre en place dans les services par les professionnels pour éviter de s'infecter ou de transmettre ces différents micro-organismes. Vous avez également cette grande affiche qui est aussi hein, valable dans les établissements sanitaires, bien que bon, les termes qu'elle emploie relèvent plus d'établissements médico-sociaux, mais où on va retrouver de façon un peu synoptique et rapide l'ensemble des mesures à prendre en ce qui concerne à la fois les EPI, l'hygiène des mains, la gestion des chambres, mais aussi le linge, le matériel, les déchets, etc. Et vous retrouvez les précautions contact également sur cette fiche. Euh, la prochaine fiche qui va sortir normalement, c'est tout ce qui est varicelle zona. C'est celle qu'on a sous le coude, mais on en a plein d'autres hein, en attente. Donc ça, Il y c'est a pour des. nos... Je vais te conforter par rapport à ce que je dis dans le chat. Alors, c'est très intéressant. Les informations sont claires. Donc, tu vois, on D'accord, n'était pas dans le faux quand on a dit que c'était pas je mal. préfère ça que... Voilà. Il y a C'est une vraiment question. Les chiant ce que vous dites. recommandations sont applicables dès aujourd'hui. Ben, en fait, elles sont sorties depuis novembre 2024. Oui. Donc, elles sont la référence en France depuis novembre 2024, en fait. Voilà, alors il y a quand même un petit bémol parce que vous vous adressez à des apprenants qui vont aller dans des services et différents établissements. Le déploiement de ces recommandations n'est malheureusement pas homogène dans les établissements. Vous retrouvez des établissements alors si je prends moi ce que je connais bien hein, dans ma GHT, moi à Toul et à Commercy, elles sont en place. Là depuis quelques semaines. Par contre, le CHU de Nancy, par exemple, n'a pas commencé il est toujours aux précautions air et gouttelette.
Donc, c'est un petit peu la difficulté, c'est qu'en fait, vos apprenants vont, en tout cas pour ceux qui vont aller en stage en 2026, vont parfois tomber sur des établissements où on parlera encore des gouttelettes et parfois tomber sur des établissements où on leur parlera de précautions respiratoires. Donc, pour moi, c'est important que vous soyez encore sur les deux modes, c'est-à-dire que vous les informiez que voilà, il y avait les gouttelettes, voilà ce que c'est. Mais voilà, depuis un an, les recommandations ont évolué. Certains établissements ont fait évoluer les recommandations et voilà ce que vous allez trouver si vous êtes sur des stages qui ont déjà fait évoluer leurs recommandations. Sachant que c'est l'avenir, hein, l'évolution des recommandations. À terme, tous les établissements, donc les apprenants, d'ici un an ou deux, ils n'auront plus que les précautions respiratoires et en particulier quand ils commenceront à travailler, qu'ils seront diplômés. Mais là, on est un peu dans une période un petit peu charnière où je pense, enfin moi, si j'étais vous, je continuerais à leur parler de précautions air et gouttelettes un petit peu en vous appuyant là-dessus, déjà pour leur montrer qu'au final, il y a des petites variations, mais qu'au final, les pratiques, bah, elles restent les mêmes, hein, c'est mettre un masque sur son nez. euh, mais voilà, bien leur signifier que ça peut être variable d'un lieu de stage à un autre. Oui, c'est ce que nous disent, ce qui est dit dans le chat, hein, c'est que bah ouais, le cours il a été transmis avec les anciennes recommandations, mais il n'y a rien de faux en fait, hein. Comme vous l'expliquez, on est dans une période de transition, chacun son rythme, en fonction des recueils qu'ont les EOH au niveau ou des référents en hygiène sur le statut de leur service, hein, sur l'aérolique, et puis les moyens qu'on leur donne pour pouvoir faire les formations auprès des personnels pour le changement des recommandations. Et puis, bah, il y a toute la logistique, hein, comme elle vous a expliqué, Émilie, avoir le bon nombre de masques. Bah, si on est en aérolique non conforme, bah, il va y avoir plus de consommation de FFP2. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses et elles sont difficiles à digérer, hein. C'est pas mentir de dire ça, Émilie. Ensuite, il faut que les gens, déjà les encadrants dans les services, les référents des stagiaires, s'approprient ces recommandations pour être plus facilitant dans la transmission de celles-ci. Donc, c'est jamais facile. Donc, chacun prendra son rythme, mais rien n'est faux, quoi. En fait, du moment qu'on apporte les choses et qu'il n'y ait pas de transmission croisée dans les services, c'est ce dont on doit attendre et puis c'est tout, quoi. Oui, voilà, votre travail, c'est de faire évoluer votre cours dans le temps et puis effectivement de passer aux précautions respiratoires pour les prochaines promos, parce que là, c'est quand même en train de se développer et d'être mis en place dans les établissements de plus en plus rapidement. Donc, bon, il y a les précurseurs et puis là, le gros des établissements va passer aux précautions respiratoires durant l'année 2006, hein. Donc, je vois pour ceux que je connais qui sont pas encore, leur but, c'est que pour la saison hivernale 2026-2027, ce soit prêt. Donc, ils vont passer aux précautions respiratoires avant l'automne. Je ne sais pas où en est le CHU de Reims, par contre, Carole, tu es peut-être plus au courant que moi. Est-ce qu'ils ont commencé à travailler dessus ou pas? Je sais pas du Tu tout. sais pas? Je sais pas. En tout cas, moi, à titre personnel, quand on m'interpelle pour donner des cours à l'IRF, je présente les nouvelles recommandations, certes, mais j'explique bien que, ben, suivant les stages, ben, ça sera gouttelette et air ou les nouvelles recommandations, quoi. Voilà, c'est tout. Ouais, Rien de plus, rien de moins, hein. Mais dans le CHU, je sais pas trop comment ça se déploie. Après, on est dans un gros truc de transition, hein, avec le nouvel hôpital, mais les gens je qui sont sais que c'était transférés pas dans leur. différents services, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué pour les grosses boutiques, comme on dit. Ouais, exactement, ouais, ouais, c'est très compliqué. Mais bon, Voilà. Alors, nous, on vous a fait sur le site du CEPIAS, vous les retrouvez aussi,
des affiches, des exemples d'affiches qui peuvent être retrouvés dans les services hein, par les apprenants avec, vous voyez, micro-organismes de type A, aérolique non conforme ou inconnu, micro-organismes de type A, aérolique conforme. Alors, le changement, c'est le masque, hein, c'est le carré qui concerne le masque et l'aération qui est évidemment beaucoup plus renforcée quand l'aérolique est non conforme. Mais sinon, le reste des mesures reste à peu près les mêmes. Il faut faire attention pour les visiteurs. En général, il reste plus de 30 minutes, hein. Donc, si le patient ne porte pas de masque, ils doivent eux aussi mettre un FFP2. C'est la petite subtilité. Et puis, bon, vous avez les affiches, hein, micro-organismes de catégorie B et C, aérolique non conforme ou inconnu, ou aérolique conforme, où là, c'est un petit peu plus simple, hein, puisqu'on on systématise le port du masque FFP2. On a souhaité, parce qu'on nous l'a demandé, remettre un petit peu les informations sur la tenue, sachant que ça relève quand même des précautions standards, hein. Les soins aérosolisants ou à risque de projection massive, bah, c'est évident qu'on va protéger sa tenue avec des gants, du tablier, sur blouse, lunettes de protection. Mais ça, en fait, ça relève des précautions standards. C'est pareil, ainsi que l'hygiène des mains, hein. On vous remet l'hygiène des mains, mais se désinfecter les mains à la sortie de la chambre, bah, ça fait partie des indications d'hygiène des mains de l'OMS, hein. Là, je vous ai mis une affiche d'un établissement, ça c'est la version sanitaire, mais vous voyez un graphisme un petit peu différent où on va retrouver un certain nombre de précautions et notamment les différences hein, sur les masques avec masque à usage médical, si port du masque par le patient résident ou durée des soins inférieure à 15 minutes et non aérosolisant. Et sinon, bah, dans tous les autres cas, finalement, on va avoir le masque FFP2. Là, le choix qui a été fait, c'est notre affiche de tout, là, hein, vous voyez le logo. Le choix qui a été fait, c'était de rappeler au dos de l'affiche les micro-organismes pour que les professionnels puissent avoir immédiatement, en cas de doute, bah, la liste des micro-organismes qui relèvent de ces précautions. Et puis, les correspondants avaient souhaité qu'on mette des exemples de soins qui sont censés, non aérosolisants, qui sont censés durer moins de 15 minutes. Et puis là, sur la colonne de droite, les soins qui sont censés durer plus de 15 minutes ou les soins aérosolisants qui sont faits en routine dans nos services. Donc on ne les a pas tous mis, hein, mais c'est ce qu'ils peuvent retrouver en routine dans les services. Et vous avez ça, c'est une version qui est accrochée sur une UMP, en fait, hein, sur l'unité mobile de protection, là où on retrouve tout le matériel. Et sur la porte de la chambre, vous retrouvez ce type d'affiche qui bon, est à destination des professionnels transversaux avec des rappels hein, sur l'habillage, l'hygiène des mains et puis le bon masque, mais aussi les mesures qui concernent le patient résident ou les visiteurs. Et vous voyez que nous, les visiteurs, on a pris le choix de leur faire mettre un masque FFP2. On partait du principe que le patient n'allait pas franchement porter un masque et que la visite allait durer plus de 15 minutes. Après, c'est ce qu'on rappelle toujours hein, aux professionnels, vous devez l'information aux visiteurs et vous leur devez le matériel. Donc leur dire pourquoi, enfin ce qu'ils doivent faire, pourquoi, et leur donner le masque pour se protéger. Après, on n'est pas comptable de ce qu'ils font à l'intérieur de la chambre une fois que la porte est fermée. On sait bien qu'un certain nombre de visiteurs retireront leur masque ou le baisseront sous leur nez ou comme ils le font déjà avec l'autre un type de masque. Donc, mais là, on ne fait pas la police du masque, c'est pas notre rôle. Tant pis, malheureusement pour eux, essentiellement, s'ils repartent avec le virus du malade. Vous retrouvez également des outils qui peuvent être exploités, comme celui du Repias, de Primo, où là, vous retrouvez, c'est une autre façon de présenter les choses, les EPI à mettre en place en fonction du type de soin, donc sous forme d'un tableau. Euh, et, euh, et donc, c'est un tableau qui peut être utile également à exploiter, ou même pour faire des quiz ou des petites choses avec vos apprenants. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, si, on a ça.
vous retrouvez un diaporama qui est vraiment construit pour les formateurs et notamment les formateurs que vous êtes des écoles. C'est un diaporama qui est modifiable et qui est destiné, donc qui est un outil pour vous, destiné à la formation des professionnels de terrain. Donc vous le retrouvez avec le lien. Vous allez retrouver de façon beaucoup plus simplifiée hein, ce que je vous ai dit. Ça peut servir, être une bonne base. Vous avez des cas cliniques également pour entraîner les professionnels hein, du type vous êtes, alors bon, si on prend l'école d'infirmière, vous rentrez, le patient a telle pathologie, il est pas capable de porter un masque, vous entrez pour faire tel soin, que prenez-vous comme mesure? D'habillage et d'hygiène des mains. Donc bon, voilà, évidemment, on attend le bon masque, on attend la friction. Si le soin en question n'est pas souillant, mouillant, bah, il n'y a pas forcément besoin de protéger sa tenue, vous voyez. Donc ça, c'est intéressant parce que vous allez retrouver des cas cliniques. Vous pouvez en rajouter, vous pouvez en retirer, vous pouvez modifier, mettre vos logos. Enfin bon, bref, ce diaporama est là pour être Oui, il réutilisé y a en un entier. diaporama théorique hein, et après il y a un autre diaporama avec des cas concrets. Voilà, c'est ça. Ce sont Voilà, deux donc on vous diaporamas. a tout fait. Moi, c'est pas compliqué. J'étais dans le groupe de travail avec Émilie ainsi que Nathalie. On a travaillé sur ce support. C'est ce dont je me sers pour donner les cours sur les précautions respiratoires, les nouvelles. Mais et les cas concrets, ils sont très pratiques et ça montre vraiment la vie d'un patient dans un établissement sanitaire, quoi, voire Tout à fait. médico-social. Donc c'est très bien. Oui, C'est un oui, il outil y a même un clairement, cas quoi. d'EHPAD. Il y a des cas d'EHPAD, donc en fonction. Enfin, vos apprenants, hein, de toute façon, ils sont destinés, on ne sait pas encore exactement, mais ils peuvent faire des stages dans différents, que ce soit en médico-social ou en sanitaire. Donc, en tout cas, pour les futurs infirmiers, les futurs aides-soignants. Donc, les manips radio, c'est un petit peu moins quand même en médico-social. Mais, euh, mais donc, du coup, voilà, il y a différents cas cliniques que vous pouvez reprendre. Donc, n'hésitez pas à aller voir, hein, c'est les liens vers le site du REPIAS pour aller retrouver et télécharger ces diaporamas. Vous retrouvez aussi le document Intercepias pour les critères de choix des masques et les appareils de protection respiratoire. Vous avez des choses éventuellement d'ailleurs sur le fit check, enfin voilà, des choses un petit peu pédagogiques qui peuvent vous aider à faire quelques ateliers ou cours autour de cette question de mise en place des masques et d'indication. Il y a des rappels aussi sur les précautions standards dans ce guide. Et à venir, alors ça vous concerne moins, le carnet sanitaire, hein, c'est un guide méthodologique, c'est à propos de tout ce qui est aérolique. En tout cas, ça concerne moins les formateurs. Et par contre, ce qui va être, ce qui peut vous être utile aussi, c'est des vidéos pédagogiques. Il y a une première qui normalement devrait sortir incessamment sous peu, la semaine prochaine, hein, c'est ça, tu nous as dit, Carole. Bah, C'est Carole. on vérifie le filage de la première vidéo, il y en aura trois. Je fais ça jeudi avec Sylvain Brichet. C'est des trois vidéos qui ont été tournées avec les étudiants Manip Radio de l'IRF de Reims. Et franchement, ils se sont appropriés les recommandations. Ils ont sorti trois scénarios qui sont excellents, beaucoup d'humour, d'autodérision et franchement, c'est vraiment super bien. C'est super bien. Et Marcel continue à faire beaucoup de bêtises, c'est ça? Bah, un petit peu quand même, ouais. Notre Mais petit c'est étudiant, le fait d'apprendre Axolote. de ses erreurs qui est très plaisant. Et puis le fait de faire passer avec de l'humour et un slogan, ça marche toujours auprès de tout le monde, quoi. Et ils seront donc, les vidéos seront disponibles enfin, au fur et à mesure sur le site YouTube du CEPIAS et on pourra les retrouver via notre site internet, si je dis pas de bêtises. Donc en début d'année, ce sera prêt. En tout cas pour la première. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé. On vous a remis à la fin du diaporama l'ensemble de nos coordonnées. Donc vous pouvez nous envoyer des mails ou nous appeler en cas de question.
Bon, si c'est des questions qui concernent vraiment cette présentation, bah, appelez à Reims, hein, puisque Carole et moi avons essentiellement travaillé sur Puis cette vous avez réunion. Nathalie sur Nancy hein, qui est avec nous. Et Et puis Nathalie qui est là, oui, bien sûr. voilà, même si c'est demande de fiches ou quoi que ce soit, mais allez déjà sur notre site internet, hein, c'est Pièces Grand Est. Hein. Il y a plein d'outils qui peuvent vous être utiles comme support pédagogique. Et puis, euh, et puis comment dire, et puis inscrivez-vous à notre newsletter parce que vous serez vraiment au courant de tous les dernières recommandations. Enfin voilà, ça vous fait une petite recherche bibliographique qui est toute servie. Les outils CPIAS Occitanie, Bug Control qui permet de retrouver les mesures et pas uniquement les PSRF. Alors en fait le Bug Control est très très bien. Nous on le conseille. Hein. La mise à jour avec les précautions respiratoires ne seront faites que courant premier semestre 2026. Donc Voilà, c'est il n'est encore pas à du jour. air gouttelette, mais c'est pas déconnant. Voilà, vous retrouvez encore Air Goutlet sur Bug Control. Ouais. Donc, Mais mais moi, je le ça trouve très bien. devrait. Je le conseille pour tous les étudiants. Franchement, c'est très, très bien. Et pour les Bah oui. professionnels. Hein. Moi, j'ai même demandé à ce que les médecins le téléchargent sur leur portable pour les médecins dans nos services pour avoir rapidement de l'information sur les mesures à prendre, ouais, en fonction des micro-organismes. C'est très utile. Donc voilà, on est à votre disposition hein, sur les 3 antennes. Il n'y a pas de souci. Et puis, bah, on va vous souhaiter une très bonne fin d'après-midi. Et de bonnes fêtes. Et oui, on ne va pas se recroiser même en visio, donc on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à tous. Et puis, bah, on espère vous retrouver d'une manière ou d'une autre l'année prochaine. Voilà. Au revoir. Merci, au revoir.